C'est comme dans la jungle ici. Faut survivre, tu vois. Ouais, c'est la jungle. Soit tu agis, tu voles, soit tu meurs. Ce monde est sans pitié. Soit tu es bouffé, soit c'est toi qui bouffes. Regardez combien il y a de protection ici. J'ai une porte blindée, des fenêtres barricadées et une clôture électrique autour de la maison. Je n'ai vraiment pas le choix. Nous sommes en guerre. Que nous le voulions ou non, nous sommes en guerre. Les gens pensent qu'il s'agit uniquement de pistolets, de couteaux. Non, ce n'est pas ça. La guerre que nous faisons est celle de l'information. Son corps était juste là, recouvert d'un sac en plastique. Juste là. Le doigt sur la gâchette. Je dois savoir parfaitement tirer pour me défendre quand je suis face à quelqu'un qui veut me tirer dessus. Les gars, n'hésitez pas à sortir votre arme. On ne vous donne pas une arme à feu comme si c'était un pistolet en plastique. Utilisez-le. Les criminels, eux, ils n'hésiteront pas. Mon père a donné le meilleur de lui-même à la vie et à la société. Johannesburg, 4 millions d'habitants. Son centre-ville, une population majoritairement noire. Ses dizaines d'immeubles parfois entièrement squattés, criminalité maximale. Un peu plus loin, ces quartiers riches habités par les Blancs, d'immenses résidences et des petits points bleus, les piscines. Des kilomètres de murs et de clôtures électriques, sécurité maximale. Et enfin, ces townships, des bidonvilles à perte de vue. Johannesburg, l'une des villes les plus violentes au monde, 20 meurtres par jour. Le township le plus dangereux de Johannesburg, c'est Diepsloot, 16 meurtres par mois. Pas de travail, pas d'eau courante, pas d'électricité. Les gangs y font la loi. Le plus redouté, ces gamins d'à peine 18 ans, les Die Hard Boys, les trompent la mort, toujours à l'affût d'un mauvais coup. Ils sont violents et provocateurs. Va voler si tu veux de l'argent. Moi je vais te tuer. Va travailler. Je te tire une balle dans la tête. Brandon est leur chef. Il sort à peine de prison. À sa droite, Stan, il est recherché pour meurtre. Tu imagines un endroit comme ça? C'est là qu'on vit. Les gens ne réfléchissent pas. Ils jettent tout ici. Leurs poubelles, tout ce qui traîne, ils le balancent ici. Avant, on le nettoyait. On mettait un beau panneau qui demandait de ne rien jeter. C'était écrit « Si tu pollues, 15 € d'amende ». Mais tout le monde s'en fout. Ça continue. Le pire, ce n'est pas ça. C'est les femmes enceintes. Elles avortent clandestinement dans ces baraques et tout est jeté ici. En plus, on n'a pas de toilettes. Les seaux remplis sont jetés là. Regarde, on vit au milieu, ce sont des maisons. Tu vois, des familles vivent ici. Nous suivons les Die Hard Boys dans leur quartier général. Ils fument jour et nuit, 2 € le sachet, de la drogue dure. C'est très fort. C'est un mélange d'héroïne, d'herbe et de plein d'autres drogues. On met tout ensemble et ça donne une drogue, mon pote, si forte. Tu fumes un seul joint et c'est comme si tu buvais 10 caisses de bière. C'est vraiment dur à encaisser.
Et le pire, quand je fume ça, je pars en vrille, je deviens dingue. Après, je peux tuer quelqu'un. Plus personne ne peut m'arrêter. J'ai l'impression d'être Hulk. Les Die Hard Boys ne peuvent survivre qu'ensemble, un clan avec ses signes de reconnaissance. C'est notre tatouage. C'est un crâne. Parce que quand on est déjà mort comme nous, ce n'est pas possible de mourir une deuxième fois. Notre vie est dans la rue. Par exemple, on cherche tout le temps des endroits où il peut y avoir de l'argent, des commerces, des bureaux. On les cambriole, on vole. On fait aussi beaucoup de braquages dans les maisons. On attaque dans la rue. On fait tout ce qui peut nous rapporter de l'argent. C'est comme dans la jungle ici. Faut survivre, tu vois. Ouais, c'est la jungle. Soit tu agis, tu voles, soit tu meurs. Ce monde est sans pitié. Soit tu es bouffé, soit c'est toi qui bouffes. On est des gangsters, mais on a des mères, des pères, des cousins, des oncles. On a nos familles, nos enfants, nos femmes. On est des êtres humains. Tu comprends? Mais quand je suis en train de braquer, je lui dis « Allonge-toi, file-moi ton pognon ». Il n'écoute pas, alors tu sais que tu vas le buter. Il essaye de t'arracher ton flingue, alors tu n'as pas le choix. S'il fait ça, il meurt. Ils font les héros, et tu sais ce qui arrive aux héros, ils meurent. Ces gangs règnent sur tout le township. La police est impuissante, les habitants ont donc décidé de se faire justice eux-mêmes. Sur ces images que nous nous sommes procurées, voici ce qui arrive 2 fois par jour à Diepsloot. L'homme en rose est accusé de vol. Il est lynché par la foule, ivre de vengeance, car terrifié par les gangs. La maison du voleur présumé est brûlée. La police arrive enfin, mais comme souvent trop tard, l'homme est mort. Autre scène de justice immédiate dans les rues de Diepsloot. Violence et humiliation. Les justiciers obligent le voleur présumé à chanter. Ces miliciens de Diepsloot, nous les avons rencontrés. Christopher est l'un de leurs chefs. Plus aucun crime ou délit ne restera impuni. On chasse les criminels qui violent nos filles, ceux qui cambriolent nos maisons. Vous savez, la vie est dure. Il n'y a pas de travail dans ce pays. Et ces types entrent chez moi pour me voler. Ils prennent toute la nourriture. On ne les laisse plus faire. On fait la justice nous-mêmes car c'est inutile d'appeler la police. Ils ne viennent que si on les paie. Donc on est obligé d'utiliser ça. Ils violent même nos enfants de 6 mois, donc on n'a plus le choix. On fait comme les musulmans, on applique la charia, on n'a pas le choix. On tue chaque week-end. Chaque week-end. Ils nous montrent leur spécialité, le supplice du collier. Un pneu autour du cou, les mains attachées, on arrose d'essence,
il ne manque plus que l'allumette. La justice non plus, on ne lui fait pas confiance. Un de nos amis a été assassiné, le meurtrier dit qu'il est innocent. Ici, tu tues quelqu'un, tu ne restes même pas 2 mois en prison. Et le lendemain, tu reviens. Prendre la vie d'un autre, ça ne coûte que 2 mois. C'est quoi ce bordel? Donc on a raison d'utiliser ça. La hache de Christopher et de ses hommes, quelques jours plus tôt, Terence l'a vu de très près. Il est encore prostré, traumatisé. Pour se payer sa drogue, Terence a volé dans un magasin. Les miliciens l'ont poursuivi. Là, c'est un coup de couteau. Ici, c'est un coup de planche. Je n'ai vu personne arriver. Je regardais de l'autre côté et il m'a frappé. Ça a fait bang une fois. Puis encore 2 fois, bang, bang. Juste là. Et je suis tombé. Quand j'étais par terre, ils m'ont encore frappé sur la jambe. 4 fois. J'ai commencé à saigner. La blessure était profonde. On m'a soigné à l'hôpital. Je ne pouvais plus marcher. J'y suis resté 5 ou 6 jours et ça allait à peu près. C'est la 3e fois que Terence survit à la justice immédiate. Ils voulaient vraiment me tuer. Heureusement, 2 personnes, un homme et une femme, m'ont sauvé la vie. Ils les ont repoussés en disant que je n'étais pas entré dans une maison pour voler. J'avais juste volé dans un magasin. Pourquoi voulez-vous le tuer? Laissez-le tranquille. Et ils m'ont laissé. Les 2 personnes ont appelé une ambulance et c'est comme ça que je me suis retrouvé à l'hôpital. Ils tuent des gens, ils les tuent en 2 minutes. Tu es mort et ils ne te laissent aucune chance. Ils ont tué mon ami, il était en train de danser, mais il avait toujours des armes sur lui. La nuit, il volait et braquait. Ils l'ont tué, ils ont mis le feu à sa cabane et il est mort brûlé vif. La cible des gangs de Diepsloot et des autres townships, ce sont ces quartiers riches de Johannesburg. Bien à l'abri dans ces forteresses, la minorité blanche. 10% de la population d'Afrique du Sud, 80% des richesses. Pique sur les murs, barbelé de 9000 volts, nous sommes chez Penny Stein. Elle a été violemment agressée plusieurs fois. Maintenant, elle se barricade. Voici mon grillage électrique, avec des palissades qui sont bien sûr très dangereuses. Il y a les barbelés au-dessus du mur, la clôture électrique tout autour de la propriété et un système d'alarme sur chaque fenêtre. Toutes mes portes sont blindées et j'ai aussi plein de protections à l'intérieur. Je peux totalement m'enfermer dans une moitié de ma maison. Il y a 13 ans, elle a failli mourir. Il a essayé de m'étrangler. Il était en train de m'étrangler. Je luttais et j'ai réussi à prendre un de ses doigts dans ma bouche. J'ai mordu ce doigt comme une folle de toutes mes forces et je ne lâchais pas. Je le mordais si fort que j'allais lui arracher son doigt. Je me battais pour vivre. Je ne réfléchissais plus. J'étais en plein sommeil et je me suis retrouvée en train de mourir. Je réalisais que c'était bien vrai. Il était vraiment en train de m'étrangler. Son agresseur s'est enfui et a été arrêté plus tard. Comme la plupart des Blancs sud-africains, Penny porte en permanence une alarme sur elle. Ce sont mes boutons d'urgence. J'en ai 2 à la maison. Moi, je pense qu'il faut les porter sur soi tout le temps. Normalement, je les mets autour de ma taille. Parce que si vos agresseurs vous attachent, ils vous mettent les mains dans le dos comme ça. Il faut donc placer vos alarmes dans le dos, ils ne les voient pas et comme ça, vous pouvez les déclencher facilement. À ce moment-là, la sécurité vous appelle, vous demande votre code. Si personne ne répond, ils arrivent immédiatement.
Penny consacre maintenant sa vie à la prévention contre le crime. Voici quelques-unes de mes leçons. J'essaie de les classer par ordre alphabétique parce qu'il y en a tellement. Je viens d'écrire ma 68e leçon. Elle organise des ateliers d'éducation dans les townships et les commissariats. Nous l'accompagnons à l'une de ses leçons. Elle en donne une 20aine par mois. Fais rentrer tout le monde, s'il te plaît. Il faut que tout le monde s'inscrive. Allez, on se dépêche. Elle a déjà formé 3000 policiers. Ce jour-là, c'est le tour des femmes de ménage et des jardiniers. Ils sont en première ligne lors d'une intrusion dans une maison. Les cours de Penny, ça commence toujours par des chants traditionnels. Ça y est, on est tous prêts pour notre leçon du jour? Que Dieu vous bénisse. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci pour ce que vous faites. Vous savez qu'on a besoin de vos informations. Avec tous ces crimes, sans vos informations, la police ne pourra jamais gagner. Le discours de Penny est simple et direct. Pour lutter contre le crime, vous devez informer la police. Je connais bien la police et je me demande souvent comment ils font. Ils ne peuvent pas y arriver sans vous. Nous sommes en guerre. Que nous le voulions ou non, nous sommes en guerre. Les gens pensent qu'il s'agit uniquement de couteaux et de pistolets. Non, ce n'est pas ça. La guerre que nous faisons est celle de l'information. Devenir des indicateurs de police, pas facile pour ces femmes de ménage et ces jardiniers. Pour aider Penny, Lucky est là. Officier de police pendant 17 ans, il a sauvé Penny après son agression. Maintenant, il travaille avec elle en incitant à témoigner. Je suis allée au commissariat. Le policier m'a demandé si je reconnaissais cet homme. J'ai dit oui. C'est lequel? Il n'avait plus les mêmes habits, mais je l'ai quand même reconnu. J'ai dit c'est lui, et c'était lui. Et il a été arrêté grâce à moi. C'est exactement le type d'information dont nous avons besoin. Vous avez compris? Mais bien souvent, c'est ce même personnel de maison qui renseigne les criminels. Pour accepter de donner des tuyaux à la police, il faut donc que la paye soit bonne. La police peut donner de 20 € à plus de 15 000 €. Ça dépend de quel crime il s'agit. Ça peut monter à plus de 30 000 € selon l'importance du crime et du réseau dont il s'agit. Ça dépend également de la durée et de la difficulté de l'enquête de police. Ces leçons, comme aujourd'hui, sont très importantes car si vous regardez le nombre de policiers sur le terrain et le nombre de patrouilles, ils sont largement sous-effectifs au vu du nombre de personnes à protéger. Il est donc très important pour la police d'avoir plus d'yeux et plus d'oreilles. Aider la police, ce message passe mal en Afrique du Sud. Son image est désastreuse. Incompétence, corruption, bavure, violence. 800 personnes meurent chaque année en garde à vue. Alors même pour un simple barrage routier, la police doit avant tout rassurer la population. Le capitaine Kim Clote le fait parfaitement bien, sourire et bonne humeur. Je suis le capitaine Clote de la police de Santon. Je peux voir votre permis de conduire, s'il vous plaît? Pas de problème. Merci. Je suis pas stressé. Vous n'êtes pas stressé, tant mieux. Vous voyez, je suis pas stressé. J'ai pas de femme. Ce sont les femmes qui me donnent du stress. Les femmes vous stressent? C'est mieux de vivre seul. Vous vous couchez, pas de stress. Et vous vous réveillez, pas de stress non plus. L'Afrique du Sud est le 3e pays au monde pour les saisies de drogue. Ce jour-là, on est loin de la saisie record. Qu'est-ce qui se passe?
Il est en possession de drogue. C'est ce qui arrive pendant nos barrages. On fouille les personnes et leurs véhicules et on trouve des substances illégales. Quel genre de drogue avez-vous saisi? On appelle ça Dara, c'est de la marijuana. L'homme est arrêté, il passera devant un tribunal qui décidera. Et puis le tribunal nous avertira ensuite. Pour la Dara, la condamnation dépend de la quantité saisie. Là, ce n'est pas grand-chose, une petite saisie. C'est pour sa consommation personnelle. La Cour examinera si cet homme a des antécédents, si on l'a déjà arrêté, et la sentence sera adaptée. Vous arrêtez souvent des personnes avec de la drogue? Oui. Mais les bons chiffres des saisies de drogue ne masquent pas le plus gros problème de la police sud-africaine, la corruption. À Johannesburg l'an dernier, 600 policiers ont été arrêtés. Les 2 derniers chefs de la police ont été suspendus. L'un d'eux purge même une peine de 15 ans de prison pour corruption. Chaque organisation a ses pommes pourries, y compris la police sud-africaine. C'est vrai qu'on a un problème avec la corruption, mais nous avons une stratégie anti-corruption. Si vous regardez bien notre barrage, il y a 4 officiers. Ils supervisent et contrôlent nos autres policiers. Vous les voyez beaucoup bouger et aller d'un véhicule à l'autre pour voir si tout se passe normalement. On met nos officiers expérimentés sur le terrain pour combattre la corruption. Pour aider et parfois remplacer la police, les habitants eux-mêmes patrouillent dans leur quartier. Ce sont des milices citoyennes armées, autorisées par la loi, présentes partout dans la ville. Jeff est le responsable de Bracken Downs, au sud de Johannesburg. Ce soir, on va à Meyersdal. On va contrôler les maisons abandonnées et on verra bien ce qu'on trouvera. Emile est ingénieur. Il vient d'arriver à Bracken Downs. Il patrouille tous les week-ends, la peur au ventre. Le pire, c'est quand on commence à nous tirer dessus. Parce que tu ne sais jamais d'où part la balle, ni si elle va te toucher. Là, c'est vrai. Personnellement, j'ai peur. Mais on aime ce qu'on fait. On le fait pour la communauté. On veut que nos rues soient sûres pour tout le monde. On envoie un message très clair aux criminels. On vous prévient, si on vous attrape, on vous enferme et vous endurerez la pleine force de la loi. Cette nuit-là, descente dans un squat, en plein milieu d'une zone résidentielle. Emile y retrouve souvent des téléphones volés. Il repère des ombres dans le parc. Hé, là-bas, qu'est-ce que vous faites? Il prévient Jeff qui va les contrôler. Ce sont des immigrés clandestins zimbabwéens. Il les soupçonne de voler des restes de poulet dans un fast-food pour les revendre. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vend de la viande. Vous vendez quoi comme viande? Fais voir. Elle est fraîche au moins? Mais elle est pourrie ta viande. Tu sais que tu n'as pas le droit de la vendre? C'est que des restes de poulet pas frais. C'est sûr, je vais t'en acheter. Et tu te fais beaucoup d'argent avec ça? Ouais, ça va, je vends bien. Plus loin, un homme en état d'ébriété. Tu n'as pas le droit de rester là. Il n'y a même pas d'électricité. Et tu vas faire quoi s'il pleut? S'il vous plaît, laissez-moi rester là, s'il vous plaît. Jeff ne veut rien entendre, fouille des affaires et il lui demande de partir. Vous savez, c'est compliqué la vie. Si j'avais un boulot, bien sûr que je vivrais ailleurs, dans un endroit moins dangereux pour moi. Mais là, je ne peux pas. Ils n'ont pas le droit d'arrêter les suspects. Ils doivent donc appeler la police. Les clandestins sont nombreux dans le parc. Vous pouvez venir les embarquer. La police arrive, mais repart aussitôt. Les clandestins resteront là.
Jeff et ses hommes ont l'habitude. Ils continueront malgré tout à patrouiller dans leur quartier. La journée, place aux compagnies de sécurité. Salle de commandement de Beagle Watch. Sur chaque écran, les appels d'urgence. Ils sont traités par Quentin. Il a 5000 maisons à protéger, 50 hommes armés sur le terrain. Intervention en 2 minutes maximum. On intervient immédiatement, on envoie une voiture. Dans notre pays, c'est tout de suite un sérieux problème. Il faut qu'on soit sûr que notre client soit protégé, en sécurité, et qu'il n'ait pas un pistolet ou une autre arme braquée sur la tempe. Au même moment dans la cour, 5 heures du matin, revue d'effectifs, rappel des consignes. Les gars, n'hésitez pas à sortir votre arme. On ne vous donne pas une arme à feu comme si c'était un pistolet en plastique. Utilisez-le. Les criminels, eux, ils n'hésiteront pas. Faites comme sur la 4e rue quand on a abattu le criminel. Bon, je dis pas que vous devez agir comme des cow-boys et tirer tout le temps. C'est votre vie. Vous devez savoir quand tirer. Tirez quand vous devez tirer. Les criminels, ils sont toujours en train de rôder, à la recherche de tout ce qui rapporte de l'argent. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Vous avez l'autorisation de tirer vos balles. Départ en patrouille. Nous sommes avec SideTube. Il connaît chaque mètre de ce quartier. Il le parcourt 12 heures par jour depuis 3 ans pour 460 € par mois. En Afrique du Sud, ils sont 420 000 agents armés, 2 fois plus que de policiers. Selon sa hiérarchie, SideTube est leur meilleur agent. Le critère est simple, on lui a tiré 9 fois dessus, il a tué 4 criminels. Il a sauté depuis le mur de cette maison. Il a couru vers moi, j'étais là. Il a sorti son arme et m'a tiré dessus. Juste ici. J'ai senti l'impact, ça m'a fait reculer. Je me suis écarté un peu et j'ai tiré. Il était allongé par terre. J'ai eu très peur, parce qu'il m'a tiré dessus. J'ai vraiment eu peur. Vous l'avez tué? Oui, il est mort. Son corps était sur le côté, juste ici. Pour SideTube, comme pour chaque agent de sécurité, passage obligatoire, le stand de tir. Chargez votre arme. Vous êtes prêts? On joue. Feu! Visez. Dans la cible. Continuez à tirer. Et bien au centre. Derek est instructeur. Il enchaîne plusieurs entraînements par jour. C'est un pistolet 9 mm. On s'en sert à l'entraînement. C'est une très bonne arme. Très résistante. Parfaite pour nos entraînements de sécurité. Pour tirer, vous dégainez. Arme devant les yeux et visez la cible. Chargez. Attendez, maintenez bien votre arme. Les bras tendus, tenez-vous bien droit. Préparez-vous. Tenez votre ligne de mire, le doigt sur la gâchette. Derek n'utilise pas que des armes légères. Il adapte ses entraînements à l'évolution de la criminalité. C'est un fusil d'assaut semi-automatique. Si on utilise ça, c'est que les armes légères sont insuffisantes en Afrique du Sud. Les criminels, face à nous, ils ont des armes de guerre, des kalachnikovs. Toutes ces armes lourdes, ils les volent dans les stocks de la police ou de l'armée. C'est ça qu'ils utilisent aujourd'hui. Avec un simple pistolet 9 mm et des fusils d'assaut en face, vous n'avez aucune chance. Nous aussi, on s'adapte, comme la police. Son client du jour, c'est Tzvi. Il dirige l'une des 9000 entreprises de sécurité sud-africaines.
Il ne laisse rien au hasard. Je veux que tous mes hommes soient parfaitement prêts. S'ils doivent utiliser la force quand leurs vies sont en danger, ils doivent savoir comment réagir, avoir confiance en eux et connaître à 100% le maniement de leurs armes. Notre boulot, c'est de protéger et sécuriser nos clients chez eux, mais aussi dans leurs déplacements et dans les lieux publics. On doit se débarrasser de tous les criminels. Pour ces hommes, savoir parfaitement tirer au 9 mm ou au fusil mitrailleur, c'est une question de survie. Vous avez bien tiré? Ouais. J'ai fait un bon carton. C'est parfait. Regardez, c'était vraiment un bon entraînement. Je me sens en sécurité avec mon arme. On doit lutter contre des cambrioleurs. Et quand tu sais que tu es un bon tireur, tu es plus sûr de toi. Si tu atteins ta cible à l'entraînement, tu sais que quand un criminel sera devant toi, tu seras prêt. Tu réagiras bien, tu pourras le tuer. Moi, j'en ai tué 2. Vous avez ressenti quoi à ce moment-là? C'est la vie. C'est comme ça, notre boulot. Il ne faut pas hésiter à tirer. C'est comme à la guerre. Quand tu es au front, si tu tires le premier, tu survis. À côté du stand de tir, l'armurerie. Pierre nous présente ses armes lourdes, tout en vente libre. C'est un fusil d'assaut semi-automatique. On s'en sert normalement pour des concours de tir. Et on vend ça 600 €. Celui-là, c'est un AK-47. Un fusil d'assaut. Là, il faudra compter 1000 €. Se procurer ce type d'arme en Afrique du Sud, rien de plus simple. Il suffit qu'on vous estime compétent. Il y a quelques formalités. Vous devez d'abord vous entraîner dans un centre spécialisé. Ensuite, c'est la police qui décide si vous êtes capable de tirer ou pas. Ils vérifient seulement si vous n'avez pas de passé criminel, si vous êtes des citoyens sud-africains. Il faut être stable mentalement, vous entraîner et avoir plus de 21 ans. Le problème, c'est que les meurtres ne sont pas commis avec des armes officielles. Les crimes, c'est toujours avec des armes clandestines. Donc même si vous décidez d'interdire la vente d'armes, il y aura toujours autant de crimes. Marc est un bon client. Aujourd'hui, il a un souci. Son fusil mitrailleur est enrayé. Heureusement, il lui reste son pistolet. C'est mon Glock 19. Il n'y a pas de frontière pour les criminels. Ils entrent dans votre maison en pleine nuit. Ils vous attaquent dans votre voiture quand vous rentrez du travail. Ils vous attaquent même sur votre lieu de travail. Pareil quand vous faites des courses avec votre femme et vos enfants, ça arrive n'importe quand. Alors j'ai une arme pour me protéger et pour protéger ma femme. Être armé en permanence, surtout dans les quartiers isolés de la ville. D'immenses plaines, des collines, de très vastes étendues. Nous sommes pourtant toujours à Johannesburg, ville immense, de 60 km de long sur 40 km de large. Les fermes sont des cibles de choix pour les gangs. Chaque mois, 10 fermiers blancs sont assassinés. Leurs fermes sont pillées, leur bétail est volé et revendu. Nick a 72 ans, il est désespéré. On est obligé de s'enfermer, même la journée, et encore plus la nuit. On ferme toutes les portes à clé, ne jamais oublier. Voilà, que faire d'autre? C'est comme ça qu'on vit ici. Une fois, j'ai trouvé 4 types chez moi. Ils voulaient de l'argent, ils disaient qu'ils allaient violer ma femme. On était traumatisés. Mais je les ai pris à revers. Ils ont sauté par-dessus le mur. Je leur ai tiré dessus. J'ai appelé les voisins. Tout le monde est arrivé. La police aussi est arrivée. Rien ne s'est passé. Quand ma belle-mère a été agressée, la police est venue. Et puis rien.
Maintenant, on n'appelle même plus la police. Ça ne sert à rien. Pour Nick, la seule façon de protéger sa famille et ses 7 employés, c'est l'autodéfense. Bien sûr que j'ai des armes, mais en fait, ça ne me sert à rien. Parce qu'avec les armes à feu maintenant, c'est moi le criminel, et le criminel, lui, c'est le gentil. Que voulez-vous dire? Ce que je veux dire, c'est que quelqu'un entre chez moi par effraction la nuit. Je le vois depuis mon poste de sécurité. Je lui tire dessus. Et alors, c'est moi qu'on accuse. Parce que vous voyez, la loi, elle dit que vous devez tirer seulement si votre vie est en danger. Alors je fais quoi, moi, avec ma femme et mon fils handicapé de 30 ans? Il ne parle pas, il ne peut pas se défendre, il n'attaquera jamais personne. Alors qu'est-ce que je dois faire? Il est là le problème. Nick a sauvé sa femme d'un viol. Un cas loin d'être isolé. En Afrique du Sud, il y a 180 viols par jour. C'est le pays où il y en a le plus au monde. Retour à Diepsloot. La famille Mkondo y vit depuis toujours. Ils s'entassent à 8 dans cette baraque en tôle, seulement 60 € de retraite par mois et 30 € de loyer. Là, c'est la chambre des garçons. Et puis on a une autre chambre où on dort, ma femme et moi. Ici, de ce côté, c'est pour les filles. Mes enfants, elles dorment là, avec leurs propres enfants. Le viol, la famille Mkondo en a malheureusement été victime. Thabo et sa femme nous montrent avec tristesse la photo de leur petite fille Anne-Lisa. Elle avait 5 ans, elle a été enlevée, violée et étranglée. Je ne sais pas quoi dire. Je n'aime pas la voir en photo comme ça. C'est difficile d'en parler. Je ne veux plus y penser. J'aimerais que tout s'arrête. Ça a changé complètement notre vie. On était si heureux avec elle. Et quand je regarde cette photo, c'est si triste. Ça me rend dingue. Je suis bouleversée quand je la revois. Je me sens mal. Cette photo, non, je peux rien dire de plus. Plusieurs fois par semaine, ils vont au cimetière sur la tombe d'Anne-Lisa. En chemin, ils nous interpellent. Je vais vous montrer où on a trouvé le corps. C'était là. Elle était allongée ici, à côté de cette benne à ordures, juste là. Elle était là, recouverte d'un plastique. Et il y avait plein de monde autour. Tout le monde était très choqué. L'assassin a été condamné à 240 années de prison. Il n'y a pas de peine de mort en Afrique du Sud. Tombe 249, c'est celle-là. Le tueur a été condamné à rester toute sa vie en prison. C'est le minimum. Vous voyez ces 2 tombes là-bas? C'est le même tueur. 2 petits-enfants. Il a d'abord tué ma petite fille et la même semaine ses 2 autres enfants, de 2 et 3 ans. Vous vous rendez compte, la même semaine, il en a tué 2 autres. La nuit tombe sur Diepsloot. C'est vendredi soir, il y a beaucoup de monde dans les rues.
car c'est jour de paye, pour les rares qui en ont. Une paye pour faire quelques courses, ou pour les moins raisonnables, il y a la taverne de Patrick. C'est là qu'ils vont tout dépenser dès le premier soir, boire le plus de bière possible, en écoutant Dawan, le rappeur du township. Everybody gonna know Deep Snoot is where I'm from. Even if they talk about crime, we ain't gonna see it all. They come back and we're keeping it raw. We like the same classes that you all gonna know. Trop d'alcool, trop d'armes, trop de braquage. La bière, c'est donc derrière ces grilles qu'elle est vendue. Dawan est un clandestin zimbabwéen. L'apartheid est aboli, mais c'est un autre racisme qu'il dénonce, celui au sein de la communauté noire. On est noir, on est de Deep Sloot, mais on vient de Somalie, on vient du Nigeria et de plein d'autres pays. On vient de partout en Afrique. Ce que je constate, c'est que les criminels, ils s'en prennent à nous. Ils nous braquent, ils pillent nos magasins, ils nous frappent, nous violent. Tout ça à cause de notre race. Pourtant, nous les artistes, on a du talent. Ici, c'est plus parce qu'on n'a pas de travail qu'on n'a pas d'argent. Alors, on commet des crimes pour se faire connaître. Et grâce à l'argent, on peut se payer de la publicité et donc devenir célèbre. From the morning up to sunset, recreate like a suspect and label me arrogant. Everywhere I went, the time spent on a half blank check. You reside in my track, I can melt like a plastic and stretch like elastic. Still two-stepping like a mid-80s classic. I feel the marijuana pain so higher like a trap stunner because you want me 6 feet under. D-A-O-N-E, from the D-I-E-P, S-L-O-O-T. Deep Sloot is the place to be. You know what I'm saying? Keeping it real. Salute. Keep it real, nigga. Salute. Nous quittons Dawan et Deep Sloot pour le centre-ville de Johannesburg. Le quartier est réputé pour son taux record de criminalité. Et pourtant, dans cet immeuble quelconque, Jewel City, ou plutôt Diamond City, la cité des diamants. Mesure de sécurité maximale, on vient du monde entier pour vendre et acheter. L'Afrique du Sud est le deuxième marché mondial. Exceptionnellement, nous filmons à l'intérieur de ce bunker. Tomer est négociant, code d'entrée top secret, vidéosurveillance et cet imposant coffre-fort blindé. Des dizaines de petites enveloppes et dans chacune d'entre elles, voilà un diamant émeraude. Magnifique coupe à l'ancienne. Ça revient à la mode en ce moment. Parfois, ils sont aussi fins qu'une larme. Là, j'estime qu'il y en a environ pour 100 000 € sur la table. Tout le business du diamant passe par Jewel City. Tomer et ses collègues essayent de ne pas trop y penser, mais ils vivent dans une insécurité permanente. Les diamants sont minuscules et ça représente énormément d'argent. C'est donc une grosse tentation pour les criminels. C'est facile à voler, une cible recherchée. On doit avoir des mesures de sécurité très fortes. Tu dois t'adapter quel que soit ton secteur. Dans une industrie comme la nôtre, bijouterie, diamantaire, c'est nous qui sommes les plus attaqués et ciblés. Les criminels deviennent de plus en plus malins. Ils changent leurs tactiques, alors nos tactiques de sécurité changent aussi. Je n'ai pas peur de ce métier. On prend des mesures de sécurité importantes. On n'a bien sûr jamais de diamants sur nous. On utilise des courriers professionnels et secrets. On a des assurances spéciales, des protections spéciales. Donc,
Je n'ai pas peur, non. Autre business florissant, Soweto et ses cheminées d'usines fraîchement repeintes. Des usines fermées, transformées en centres culturels. Soweto et sa Mandela Mania. 1 an après sa mort, on trouve de tout à l'effigie de Madiba. Et surtout, on se bouscule pour visiter sa première maison. Une maison musée, 4 € l'entrée. La dernière demeure de Mandela, elle est dans les quartiers bourgeois de la ville. Et c'est sa fille en personne qui nous reçoit. Maki a 60 ans, elle est l'aînée des 6 enfants Mandela. Que ressentez-vous en voyant cette photo de votre père? J'ai plein de photos de lui partout chez moi, vous comprenez? Bon. Je ressens de la tristesse, mais aussi un bon sentiment. Parce que je sais qu'il a vécu une vie pleine. Comprenez? Une vie entière, avec tous ses combats. Sa vie est un testament pour le bien de l'humanité. Il n'était pas un saint à mes yeux, mais c'était un être humain généreux. Il avait le bien en lui et il faisait le bien chez les autres. Et donc quand je le vois, bien plus que du chagrin, c'est de la fierté que je ressens. La fierté d'être sa fille. Je crois qu'il a donné le meilleur de lui-même à la vie et à la société. Maki Mandela dirige plusieurs sociétés, notamment dans le pétrole et les mines. Elle veut continuer le combat de son père. C'est un défi global. Tant qu'il y aura autant d'inégalités dans nos sociétés entre les très très riches et les très très pauvres, vous trouverez toujours de plus en plus de violence dans la société. Donc, c'est un défi pour toute l'humanité, pas seulement pour l'Afrique du Sud. Mon père était conscient de ces problèmes, mais je crois qu'il ne pouvait pas faire grand-chose, en fait. Vous devez comprendre qu'il n'a fait qu'un seul mandat, et il a essayé de contribuer à résoudre ce problème du mieux qu'il a pu. On a eu 350 ans de violence dans notre société. Notre histoire est violente en Afrique du Sud. Et on ne peut pas dire qu'en 20 ans, on a résolu le problème. 23 ans après la fin de l'apartheid, quel avenir pour Brandon et les Die Hard Boys de Diepsloot? Comme Terence, réussiront-ils à échapper aux commandos de justiciers? Que peuvent espérer les grands-parents d'Anne-Lisa, traumatisés par son viol et son assassinat? Combien de leçons Penny devra-t-elle encore donner pour essayer de fesser un peu la criminalité? L'Afrique du Sud, c'est aujourd'hui 20 000 meurtres par an, 30% de chômage et un habitant sur 2 qui vit avec 1 seul euro par jour. Le pays doit donc maintenant relever le deuxième immense défi de son histoire. Le premier, c'était mettre fin à 43 années d'apartheid. Le deuxième, c'est relancer l'économie et réduire la criminalité. Un défi qui est, pour les optimistes, loin d'être insurmontable.